Le Yukon a une façon bien à lui de garder ses secrets. Les congères se reforment en une nuit, le lit des rivières se déplace sans crier gare, et le sol gelé engloutit les histoires, les cachant sous des couches de glace et de temps. Pourtant, par un matin de fin d'automne, sous un ciel gris ardoise, quelque chose s'est enfin fissuré. Depuis des mois, des murmures avaient dérivé à travers le Klondike comme une fine fumée véhiculant une tension à laquelle personne ne pouvait mettre un nom. Il y avait un malaise sur la concession des changements subtils dans l'équipe, un soupçon discret que le lien entre Parker Schnabel et l'homme qu'il avait transformé en rival mentor et adversaire à la fois, Tony Beats, s'effilochait. Personne ne s'attendait à ce que la première vraie brèche émerge du propre camp de Parker. Tout a commencé avec le contremaître, un homme qui était resté silencieux bien plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. À la grande exploitation de pépites, l'air était tendu par l'urgence pré-hivernale. Les machines gémissaient dans la boue, les lignes de godets cliquetaient avec un rythme mécanique et le froid rongeait les gants comme des dents déchiquetées. Parker regardait les chiffres chuter depuis des semaines. Le sol ne se comportait pas comme il le devrait et chaque passage le laissait avec la même frustration lancinante. Quelque chose ne tournait pas rond dans la couche de rémunération, mais pas de manière naturelle, pas de la manière dont le Yukon se déplace et se tasse habituellement. Il se sentait manipulé, réorienté, perturbé. Cette pensée le rongeait comme un avertissement qu'il ne pouvait pas ignorer. Ce qui rendait ce jour différent, ce n'était pas le temps, ni les machines, ni le poids rampant de la saison. C'était le contremaître qui s'avançait vers Parker avec l'hésitation d'un homme qui comprenait le danger de révéler des vérités que d'autres préféraient enfouir. Sa voix basse et presque noyée sous le grondement d'une excavatrice portait des mots qui atterrissait avec la force soudaine d'un rocher qui s'écroule. Il disait avoir vu quelque chose sur la concession Beats, quelque chose que Parker devait savoir, quelque chose que Tony avait délibérément caché. Le visage de Parker se crispa, l'irritation s'enflamma brièvement avant de se fondre dans la froide précision d'un instinct affiné par des années sur le terrain. Le contremaître ne spéculait pas, il portait une vérité trop lourde pour rester secrète. Ils s'éloignèrent du bruit grimpant vers la crête qui surplombait la tranchée. Au-dessous d'eux, l'opération battait son plein. Au-dessus, le vent du Yukon découpait le silence dans l'air comme une lame. Ce que le contremaître a révélé n'était pas bruyant ou dramatique, le genre de spectacle dont la télévision raffole. C'était méthodique, précis et d'une délibéralité déconcertante. Tard dans la nuit, alors qu'il vérifiait les lignes de démarcation le long de la propriété Beats, il avait découvert une tranchée qui n'aurait pas dû exister. À cette profondeur, à cet endroit. De la terre fraîchement perturbée, non touchée par les passages ou les rapports officiels, où deux membres de l'équipe de Tony travaillaient sous des projecteurs bien au-delà des heures consignées dans les registres officiels. La tranchée coupait un chemin géologique qui, s'il était élargi, pourrait rediriger le gravier aurifère loin de la revendication de Parker. Parker n'a pas réagi avec une colère extérieure. Sa concentration s'est resserrée vers l'intérieur, ses muscles se pliant en calcul. Il avait grandi sous la pression, mais c'était différent. C'était un coup exécuté dans l'ombre, un coup qui ne pouvait pas être rejeté comme une simple compétition. Le contremaître a expliqué comment la tranchée s'alignait presque parfaitement avec la couche que Parker avait poursuivie toute la saison. Le timing était délibéré, l'orchestration indubitable. Quelqu'un avait su exactement où Parker prévoyait de creuser exactement quand sa course serait la plus vulnérable. Pendant un long moment, ils restèrent là sans rien dire. Le cliquetis lointain de la machinerie résonnait faiblement le long de la pente, seul, son ponctuant l'air froid. Parker fixait l'horizon où la concession Beats s'étendait, sur un terrain vallonné et mordu par le gel. Tony avait toujours été audacieux, effronté, conflictuel, mais secret. C'était nouveau. Ou peut-être avait-il toujours été là tapis sous la bravade. Un homme comme Tony ne survivait pas au Yukon par chance. Il survivait en sachant plus que n'importe qui d'autre dans la vallée. Parker se tourna vers le contremaître, la question en suspens, dans l'air froid. Pourquoi se manifester maintenant? La réponse vint immédiatement, la tranchée s'agrandissait. Le creusement s'accélérait et ce que Tony cachait avait atteint un point où le silence deviendrait une complicité. Le contremaître admit qu'il avait débattu pour rester silencieux, mais regarder Parker courir après une couche de salaire que quelqu'un d'autre manipulait subtilement franchissait une ligne qu'il ne pouvait ignorer. La vérité avait du poids, lourde, froide, indéniable.
Les yeux de Parker se sont rétrécis non pas par colère, mais par clarté. Il a exigé tous les détails, chaque observation, chaque coordonnée, chaque horodatage. Le contremaître les a fournis avec la précision d'un homme qui a répété cette confession de nombreuses fois auparavant. Au fur et à mesure que les pièces se mettaient en place, Parker a senti la réalité s'installer en lui comme le gel d'un début d'hiver. Il ne s'agissait pas d'un conflit frontalier, mais d'une réorientation stratégique des ressources, d'une excavation silencieuse, de l'avantage d'une manœuvre calculée conçue pour priver sa saison de son potentiel. Pourtant, la raison reste cachée. Pourquoi Tony prendrait-il tant de risques pour dissimuler une tranchée en dehors de ses propres limites? Pourquoi opérer sous les lumières avec une équipe réduite au cœur de la nuit? Pourquoi garder le secret au lieu de la paperasse? Quelle que soit la réponse, elle se trouve enfouie quelque part, sous le pergélisol du Yukon, dissimulé avec intention gardé par l'un des mineurs les plus astucieux de la région. Le contremaître demanda finalement ce qu'il ferait ensuite. La question persistait. Une confrontation directe avec Tony pouvait déclencher une guerre territoriale susceptible de remodeler toute la saison. Rendre l'affaire publique risquait de transformer la rumeur en spectacle. Enquêter discrètement signifiait marcher sur le fil du rasoir. Parker parla enfin d'une voix ferme et mesurée. Il trouverait la vérité, mais il le ferait à la manière du Yukon, discrètement, méthodiquement, sans dévoiler leur jeu. Si Tony Beats cachait quelque chose sous cette tranchée, c'était suffisamment précieux pour avoir un coup. La caméra recule sur la vallée, alors que la nuit tombe, étendant une feuille d'encre noire sur le paysage accidenté. Les projecteurs brillent comme des étoiles lointaines. Les machines ronronnent dans le froid. Entre les deux concessions tentaculaires, une faille de méfiance s'étend sur la terre gelée. Parker Schnabel avance le long du périmètre de sa coupe appalant et délibéré, conscient que cette révélation n'est que la première fracture d'une vérité bien plus profonde et cachée. Et le Yukon, avec tous ses terrains mouvants et ses mystères silencieux, ne fait que commencer à livrer ses secrets. Il repasse les mots du contremaître dans son esprit, non pas comme des accusations éparses, mais comme des coordonnées sur une carte invisible. Chaque point est lié, chaque détail a son importance. Il avait appris dès l'enfance que le sol gardait des souvenirs. Et si quelque chose avait bougé sous son exploitation, cela signifiait qu'une main avait guidé ce déplacement. Dans l'exploitation minière, rien n'arrive par hasard. Pas à cette profondeur, pas avec cette précision. Et certainement pas lorsque Tony Beats est le nom qui se cache derrière la machine. De retour dans la petite cabine d'exploitation, Parker étale les notes du contremaître sur la table. Chaque ligne est soigneusement écrite, mais l'implication en dessous est en dents de scie. Il étudie les horodatages, les comparant à ses propres journaux d'exécution. Le chevauchement des heures était évident. Parker sentit le malaise s'accentuer et s'installer dans ses tripes comme une pierre tombée dans l'eau glacée. Il appela 2 membres de l'équipe de confiance des ouvriers, qui connaissaient le terrain aussi intimement que les machines. Dès qu'ils sont entrés, ils ont senti la tension. L'attention de Parker était plus aiguisée du genre qu'il n'affichait que lorsque quelque chose était sur le point de se fracturer. Il a expliqué la tranchée, le moment, le modèle. Leurs expressions passèrent de la confusion à la reconnaissance. Ils avaient eux aussi remarqué des changements subtils dans le flux de la terre payante, mais aucun n'avait relié ces anomalies à une influence extérieure délibérée. Les 3 hommes se penchèrent sur la carte comme des stratèges se préparant à une bataille invisible. Parker traça la ligne de la tranchée du bout du doigt, s'arrêtant à un point où la limite de Tony s'inclinait brusquement vers l'intérieur. Le terrain était délicat à cet endroit, une pente qui dissimulait la véritable direction de la couche payante en dessous. Si Tony avait découvert un canal caché alimentant la concession de Parker, cela expliquerait les fouilles tardives de la nuit. Cela expliquerait également pourquoi Tony a gardé le silence. Un conflit public nécessiterait des études géologiques, des images de drones et un arbitrage juridique. Tous ces éléments révéleraient le secret. Travailler dans l'ombre signifiait garder le flux de bénéfices invisible. Ce n'était pas du vol sur le papier, mais c'était indubitablement une extraction d'avantages. La mâchoire de Parker s'est serrée lorsqu'il a compris l'élégance de la manœuvre. Tony ne se contentait pas de prendre du terrain, il prenait de l'élan. Le contremaître revint avec une vieille tablette utilisée pour les contrôles de frontières. Il la déverrouilla et la tendit à Parker, révélant une série d'images capturées avant la vague de neige. Elles étaient granuleuses, mais suffisamment distinctives pour confirmer la forme de la tranchée, les machines utilisées et l'angle d'excavation. La lumière se reflétait sur la terre humide, révélant la fraîcheur des fouilles. Parker sentit quelque chose changer en lui, non pas de la colère mais de la clarté.
Tony avait toujours été plus grand que nature, une force de personnalité taillée dans le fer et la volonté obstinée. Mais cet acte semblait différent. Il n'était pas bruyant, il n'était pas effronté, il était calculé, caché, contrôlé comme un homme qui avait finalement trouvé quelque chose de trop précieux pour le risquer au grand jour. La question était maintenant de savoir ce que Tony avait trouvé exactement. Les veines d'or ne se déplacent pas d'elles-mêmes, les chenaux n'apparaissent pas sans logique géologique. Quel que soit le secret de la tranchée, Tony a dû le découvrir accidentellement avant tout le monde. Peut-être un signal mal lu, peut-être une section effondrée révélant un matériau plus riche, peut-être une vieille carte historique déterrée d'un dossier oublié. Le Yukon a une longue mémoire, et les anciens mineurs laissent souvent derrière eux des miettes de pain que les équipes modernes ne remarquent pas. Parker se demandait si Tony était tombé sur un tel fil d'Ariane, et en avait compris la valeur avant que quelqu'un d'autre ne puisse le réclamer. Si c'était le cas, il le garderait farouchement, même si cela signifiait dépasser les limites. Le contremaître observa l'expression de Parker passer de la perplexité à l'intention. Il savait que cela signifiait que Parker était déjà en train de planifier le prochain mouvement. Une rafale brutale secoua les murs de la cabine, entraînant tout le monde dans le silence du moment. Parker prit enfin la parole, exposant le plan avec une précision calme. Il commencerait par la seule chose que Tony ne pouvait pas contrôler, le terrain lui-même. Si la tranchée s'alignait sur la couche de salaire, cela signifiait que la rivière de gravier aurifère avait une histoire plus profonde à raconter. Parker enverrait une petite équipe pour faire des trous d'essai le long du chemin suspecté, loin de la ligne de mire de Tony. Il se déplacerait discrètement à l'aube, recueillant des données avant qu'un changement de temps ou de circonstances ne puisse les arrêter. Le contremaître acquiesça, comprenant la gravité de la tâche. Les trous d'essai effectués discrètement étaient une opération délicate. Un mauvais bruit, une ligne de forage mal placée, et l'équipe de Tony s'en apercevrait. Alors même que Parker donnait ses ordres, ses pensées dérivaient vers Tony lui-même. L'homme était imprévisible, mais jamais téméraire sans raison. S'il cachait quelque chose d'aussi important, cela signifiait que la découverte était soit extraordinairement riche, soit extraordinairement dangereuse. Parker avait vu des hommes changer sous le poids d'un secret. Certains devenaient paranoïaques, d'autres audacieux, d'autres encore étrangement silencieux. Tony, lui, n'était pas enclin au silence, à moins qu'une tempête ne se forme derrière ses yeux. Cette pensée troublait Parker plus qu'il ne voulait l'admettre. Un Beats silencieux est bien plus dangereux qu'un Beats qui crie. À la fin de la réunion, Parker sortit dans l'obscurité glaciale. La vallée était immobile, recouverte par la nuit, les lumières de la revendication des Beats scintillant faiblement au loin. Il écouta attentivement comme si le vent pouvait porter une réponse sur la neige. Mais tout ce qu'il entendit fut le ronronnement creux des machines en train de refroidir. Le Yukon se sentait aux aguets, comme s'il savait que le sol sous ses pieds contenait une vérité prête à émerger. Parker inspira lentement, laissant le froid s'installer dans ses poumons. Il ne confronterait pas encore Tony, pas sans preuve, pas sans comprendre à quoi exactement cette tranchée était reliée. Les secrets de ce genre menaient toujours quelque part, et Parker n'avait pas l'intention de laisser celui-ci glisser dans l'ombre une fois de plus. Alors qu'il se retournait vers la cabane, il aperçut son contremaître debout près du hangar à matériel, regardant à travers la vallée vers la concession de Beats. Le contremaître était pâle, troublé, comme s'il sentait que les conséquences d'une prise de parole pourraient arriver plus tôt que prévu. Il hocha légèrement la tête lorsque leurs regards se croisèrent, non pas par confiance, mais par détermination. La vérité est maintenant en marche, et il n'y a pas de retour en arrière possible. La prochaine étape nécessitera de la précision, de la prudence et le genre de cran que seul le Yukon peut exiger. Et ce que Parker découvrira à l'aube fera basculer l'équilibre de la saison d'une manière qu'aucun d'entre eux n'a vu venir. L'aube à la lisière de la vérité. L'aube s'est levée sur le Yukon avec un éclat pâle, le genre de lumière dorée qui n'adoucit rien et révèle tout. Le givre s'est accroché à la mousse et au gravier comme un mince manteau d'armure, et l'air froid portait l'odeur âpre du fer et du gazole. Parker Schnabel dirige une petite équipe soigneusement choisie vers le terrain contesté, leur respiration s'élevant en nuages réguliers à mesure qu'ils traversent la vallée silencieuse. Tous les hommes présents comprennent le poids de la matinée. Il ne s'agit pas d'une enquête de routine. Il s'agit d'une enquête qui pourrait redéfinir la saison. Lorsqu'ils atteignent la crête qui surplombe les trois corridors entre les concessions Schnabel et Beats, Parker s'arrête. Le monde en contrebas est silencieux et immobile. La neige s'étendait en longs plis sur le sol, mais sous ces plis, Parker sentait une vérité mouvante qui attendait d'être découverte.
Le contremaître s'avança à côté de lui et pointa du doigt les coordonnées qu'il avait enregistrées. L'alignement était trop exact pour être ignoré. La tranchée que les hommes de Tony avaient creusée dans l'obscurité reflétait la ligne géologique que Parker suivait depuis des semaines. Parker expira lentement, se stabilisant avant de donner l'ordre de se mettre en place. La foreuse se déploya avec une efficacité éprouvée. Les joints métalliques s'enclenchent, les engrenages se resserrent et la tarière s'abaisse vers la terre gelée. Parker observe le processus avec une intensité qui fait taire l'ensemble de l'équipe. Ils commencent à creuser le sol, le bourdonnement de la foreuse rompant le calme du début de matinée. La neige étouffe le bruit, mais la vibration sous les bottes de Parker est indubitablement significative. Le Yukon réagit toujours lorsque ses couches sont perturbées. Aujourd'hui, Parker a senti qu'il réagissait avec quelque chose qui ressemblait à la vérité remontant à la surface. Après plusieurs minutes de tension, le premier échantillon de carotte émerge. L'opérateur le dégage du boîtier et le présente à Parker pour qu'il l'examine. Dès que Parker aperçoit les veines denses de gravier et de sédiments, son pouce accélère. Il s'agissait de la même couche salariale que celle qu'il recherchait, mais ici elle était plus épaisse, plus riche, clairement alimentée par un canal qu'il aurait dû travailler depuis des semaines. Il s'accroupit, passant ses doigts gantés le long du matériau. Le contremaître se pencha à son tour, ses yeux se rétrécissant au fur et à mesure qu'il reconnaissait ce qui se passait. La couche ne s'était pas déplacée naturellement, elle avait été interceptée. Une deuxième carotte a confirmé le schéma, puis une troisième. Chaque échantillon racontait la même histoire, discrète mais accablante. La tranchée que l'équipe de Tony avait creusée dans la nuit avait croisé le flux naturel de gravier aurifère de Parker avec une précision étonnante. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un hasard géologique, c'était une réorientation délibérée du sol lui-même. Parker sentit une froideur s'installer plus profondément que le temps ne pouvait l'atteindre. Tony avait su exactement où creuser. Quelqu'un avait étudié le terrain de suffisamment près pour manipuler sa trajectoire. Parker se leva lentement, tenant le dernier échantillon de carotte. Il fixa le sédiment comme s'il contenait une réponse qu'il n'avait pas encore gagné le droit de voir. Le contremaître se déplaça avec inquiétude à côté de lui et admit qu'il avait soupçonné un acte criminel, mais qu'il n'avait pas réalisé à quel point il était calculé. Parker ne dit rien d'abord, il baissa simplement le regard vers le clem des bêtes, au loin. Les lumières étaient éteintes, les machines silencieuses, mais il sentait la présence de cette opération comme si elle les observait de derrière la ligne des arbres. Le silence avait du poids. Les secrets s'annoncent souvent par ce qu'ils retiennent. Puis le gémissement lointain d'un moteur traverse la vallée. L'équipage se raidit. À travers la brume matinale qui s'amincit, un chargeur de batte apparaît sur la crête la plus éloignée. L'engin se déplaçait lentement, ses phares découpant de faibles faisceaux dans la lumière grise. La machine s'arrêta près de la tranchée, son opérateur observant le terrain comme s'il cherchait un mouvement. Le cœur de Parker battit une fois fort. La présence du chargeur à cette heure-là n'est pas une patrouille de routine, c'est de la surveillance. Le contremaître demande à l'équipe de rester en retrait. Parker s'accroupit à côté d'un monticule de neige, observant attentivement. Le chargeur s'attarda pendant plusieurs moments de tension avant de faire marche arrière et de disparaître dans les arbres. Même après la disparition de la machine, la sensation qu'elle laissait derrière elle s'accrochait à l'air comme l'écho d'un avertissement. Parker comprit le message. L'équipe de Tony gardait la tranchée, la protégeant des yeux comme les siens. Une fois la zone dégagée, Parker fit signe à l'équipe de remballer. Ils sécurisèrent les échantillons et plièrent de la plateforme avec la même précision tranquille qu'ils avaient utilisée pour l'assembler. Lorsque tout fut chargé, le groupe commença la randonnée de retour vers le Klemschnabel. Le vent soulevait de minces tourbillons de neige et le bruit de la foreuse était remplacé par le léger crissement des bottes. Parker marchait devant chaque pas, l'enracinant davantage dans la réalisation de ce qu'ils avaient découvert. Le contremaître le rattrapa à mi-chemin et hésita avant de prendre la parole. Il avoua avoir été témoin d'autre chose ces derniers jours. Un camion de transport Beats avait transporté des charges inhabituellement lourdes depuis une section dormante du terrain de Tony, une section géographiquement alignée avec la tranchée. Pas d'annonce, pas de mise à jour, pas d'image télévisée, juste une extraction silencieuse. Si cette cargaison provenait du canal redirigé, cela signifiait que Tony avait déjà accédé à une riche poche d'or, une poche qui aurait dû appartenir à Parker. Parker s'arrêta de marcher. Le vent froid balait son visage, mais il le remarque à peine. Il regarde devant lui non pas la neige ou la vallée, mais le schéma qui se dessine derrière tout cela. La tranchée n'est pas la première étape. Cela faisait partie d'une décision bien antérieure, une décision que Tony avait calculée bien avant que Parker ne remarque l'amincissement de la couche salariale.
L'équipe attendait derrière lui, lui laissant de l'espace sans parler. Il savait que c'était le moment où Parker prenait conscience des implications. L'élan volait l'avantage silencieux, l'extraction cachée, et maintenant, la tranchée gardée. Tout cela indiquait une découverte que Tony avait enfouie plus profondément que le père Gélisol lui-même. Parker regarda finalement vers la concession de Beats, une étroite ligne de terre sombre coupant le paysage blanc. Il ne sentait pas la colère monter, seulement la clarté. Ce que Tony avait découvert était suffisamment puissant pour être protégé par le secret, la dissimulation et la fausse piste. Et Parker détenait maintenant les premiers indices pour le démêler. Le Yukon avait commencé à révéler ce que Tony avait essayé de garder caché, et Parker avait l'intention de suivre ce fil aussi longtemps qu'il le faudrait. Il se retourna vers son équipage, la voix ferme et calme. Ils se regrouperont. Ils analyseront les échantillons, étudieront la tranchée avec plus de précision, et le moment venu, affronteront la vérité en face. Mais pas encore, pas avant d'avoir compris tout ce que Tony avait déjà risqué pour garder cette découverte à l'abri des regards. Le vent pressait contre eux alors qu'ils reprenaient leur marche, portant le poids d'un secret qu'aucun des deux camps n'était prêt à dévoiler. La vallée devant lui semblait inchangée, mais Parker pouvait sentir le changement sous la surface. Le sol parlait, et ce n'était que le début. Le secret sous la terre noire. En fin d'après-midi, le ciel du Yukon s'est assombri en un rideau gris, le genre de rideau qui signale un orage en train de se former juste à l'abri des regards. Le camp Schnabel bouge avec une énergie contenue, tandis que Parker dispose les échantillons de carottes sur une longue table métallique à l'intérieur de la tente des opérations. Même sous les lumières fluorescentes, le gravier brille d'une promesse silencieuse. Ce qui aurait dû être un élan de triomphe a été atténué par la connaissance de la manière dont la découverte avait été faite. Le contremaître se tenait à proximité, les bras croisés, regardant Parker analyser chaque échantillon avec une attention qui frisait la chirurgie. Chaque couche qu'il nettoyait, chaque section qu'il examinait, rendait la vérité plus claire. Tony Beats avait exploité un riche canal d'alimentation et l'avait dissimulé avec une précision que seul le désespoir ou l'ambition pouvaient expliquer. L'orage à l'extérieur a commencé à gronder, un grondement bas et lointain qui a vibré à travers les murs de toile. Parker s'est redressé et a fait un geste en direction d'un épais filon traversant l'un des noyaux. La composition était indéniable. Il s'agissait d'un matériau qui pouvait modifier le rendement de toute la saison, une concentration suffisamment forte pour modifier les projections de milliers d'onces si l'extraction se poursuivait. Les membres de l'équipe ont échangé un coup d'œil. Les chiffres qu'implique ce filon pourraient donner à n'importe quel mineur une raison de cacher une découverte. Mais Parker connaissait Tony. Il connaissait la bravade de l'homme, son arrogance, son amour du spectacle. Pour que Tony cache quelque chose d'aussi précieux, la raison devait être plus complexe que le seul profit. Le contremaître s'avança, baissant la voix pour faire une autre révélation. Il avait entendu deux des hommes de Tony se disputer lors d'une tournée de ravitaillement plus tôt dans la semaine. Leur conversation fut brève, tendue et remplie de fragments à propos d'une carte historique du canal que Tony avait exigé de garder sous clé. Une carte qui avait apparemment refait surface à partir d'une vieille archive minière. Une carte qui avait suggéré une poche de terre intacte, plus profonde que quiconque n'avait explorée depuis des décennies. À l'époque, le contremaître n'en avait pas compris l'importance. Aujourd'hui, il s'agissait de la pièce manquante. Si Tony avait redécouvert un canal oublié et l'avait confirmé à l'aide d'un équipement moderne, la poche qui en résultait pouvait être la plus riche sur l'une ou l'autre des concessions. Le genre de découverte qui modifie les réputations, les héritages, voire les fortunes familiales. Parker a absorbé cela en silence, les doigts tambourinant sur la table. Il a bien compris les enjeux. Une telle découverte n'est pas seulement un coup de pouce pour la saison, c'est aussi une couronne que les mineurs ont poursuivie toute leur vie. Quelque chose qui pourrait consolider l'héritage de Tony en tant que roi durable du Klondike, même si des mineurs plus jeunes comme Parker s'élevaient pour le défier. Et si cette couronne se trouvait en partie sous le sol légitime de Parker, le secret avait un sens brutal. Revendiquer la poche pour lui-même protégerait le statut de Tony, sa fierté, et l'image qu'il avait cultivée pendant des années. Le tonnerre éclata au-dessus de la tête, comme si le ciel lui-même réagissait à cette révélation. Le bruit soudain fit trembler la tente, et les hommes échangèrent des regards inquiets. Parker remit l'échantillon dans sa pochette protectrice et sortit dans l'orage qui se levait. Le vent fouette la vallée, entraînant la neige en spirale. Au loin, la revendication de Beats est enveloppée de nuages bas. Ses machines sont silencieuses, mais sa présence est indubitable. La crête où se trouvait la tranchée était à peine visible,
mais Parker la fixait avec une conscience aiguisée. Chaque crête, chaque arbre, chaque ombre était chargée de sens. Alors qu'il se tenait là, il aperçut un mouvement près du bord de la tranchée de Schnabel. Un ouvrier s'approcha rapidement, son manteau serré contre le froid. Il avait repéré des traces fraîches le long du périmètre des traces d'un véhicule lourd qui n'appartenait pas à la flotte de Parker. Le dessin du pneu était distinctif, large et profond, du type de ceux utilisés par les chargeurs récents de Tony. Ils étaient passés près de la frontière de Parker pendant la nuit. Ce détail a suscité un malaise au sein de l'équipage. Il suggérait que Tony ne cachait pas seulement quelque chose, mais qu'il surveillait activement la partie de la vallée appartenant à Parker. Le secret, la surveillance, l'activité nocturne, tout cela indiquait une découverte d'une valeur extraordinaire, quelque chose que Tony avait décidé qu'il ne pouvait pas risquer de perdre. Parker envoya l'ouvrier photographier les traces avant que la tempête ne les efface. Chaque détail comptait maintenant. Les preuves formaient une chaîne trop solide pour être rejetée. Mais alors même qu'il cataloguait les faits, une autre pensée le tiraillait. Tony était prudent, impitoyablement stratégique. S'il gardait cette poche avec tant d'agressivité, il devait y avoir plus sous la surface que la seule richesse. Le sol sur lequel Parker se tenait était soudain chargé de plus d'histoires qu'il ne l'avait réalisé. De vieilles cartes, des canaux oubliés, des poches d'or dormantes qui pouvaient réorienter l'avenir de toute une opération. Alors que l'obscurité s'épaississait, Parker retourna à la tente des opérations pour y rencontrer son équipe principale. Ils se rassemblèrent autour de la table tandis qu'il exposait la situation avec une calme précision. Les trous d'essai, la tranchée, la surveillance, la carte historique, les lourdes charges quittant le secteur inactif de Tony, ensemble ces éléments formaient une seule et indéniable vérité. Tony avait découvert un canal souterrain plus profond et plus riche que tous ceux à quoi l'un ou l'autre d'entre eux avait eu accès auparavant, et il l'avait creusé tranquillement, orientant intentionnellement son flux vers son propre terrain, tout en laissant la revendication de Parker se tarir. Parker n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. La gravité de la découverte planait entre eux comme un brouillard froid. Il expliqua qu'affronter Tony maintenant sans comprendre toute la profondeur de ce qu'il avait découvert pourrait déclencher un conflit qui échapperait à tout contrôle. Ils avaient besoin de données. Ils avaient besoin de clarté. Ils devaient savoir jusqu'où le canal s'étendait et s'il avait été répertorié dans des études géologiques antérieures. Si Tony avait utilisé d'anciennes cartes pour le localiser, ces cartes existaient peut-être encore quelque part dans les archives juridiques. Et si le canal franchissait illégalement les frontières, Parker disposerait du levier nécessaire pour récupérer ce qui lui revenait de droit. Le contremaître demanda ce qu'il devait faire ensuite. Parker regarda la vallée assombrie par la tempête et sentit une résolution familière s'installer dans sa poitrine. Ils élargiraient les tests dès les premières lueurs du jour, mais discrètement. Ils rechercheraient les anciennes cartes de concession détenues par le bureau des mines. Et surtout, ils observeraient Tony avec attention. Un homme qui cache une poche d'or de cette taille révèle toujours quelque chose dans sa façon de se déplacer, de parler ou de protéger son terrain. Un éclair a fendu le ciel en un arc blanc déchiqueté, illuminant brièvement la crête lointaine. Dans cet éclair de lumière, Parker s'est fait une promesse silencieuse à lui-même. Quoi que Tony ait trouvé sous cette tranchée, quelle que soit sa profondeur, il le découvrira. Les secrets enfouis dans le Yukon ne restent jamais cachés pour toujours. La terre bouge, la neige fond, et la vérité surgit avec le dégel. Et Parker avait l'intention d'être là lorsqu'elle ferait surface. Le bilan dans la neige. La tempête est passée dans la nuit, laissant derrière elle un matin du Yukon qui semblait étrangement creux. La neige pendait des pins en épaisses grappes blanches et l'air était empreint du calme vivifiant qui suit souvent l'agitation. Parker Schnabel s'est levé avant que le reste du camp ne s'agite, sortant dans le froid glacial avec le poids de vérités inachevées pesant sur ses épaules. La vallée est silencieuse, mais le silence n'est plus naturel. Il est vigilant comme si le sol lui-même savait qu'une confrontation allait avoir lieu. À l'intérieur de la cabine d'opération, les membres de l'équipe se sont rassemblés un par un, chassant la neige de leurs bottes tout en rassemblant des cartes, des carottes et des relevés satellites sur la longue table centrale. Sous les lumières ronronnantes, les couches de preuves ont formé un récit qui ne pouvait plus être considéré comme une coïncidence. La tranchée, le canal réorienté, les lourdes charges de transport, les cartes historiques. Chaque pièce indiquait une découverte si précieuse que Tony Beats avait préféré le secret à la légalité et le silence au respect. Parker se tenait en bout de table, l'expression contrôlée mais résolue.
Aujourd'hui, ils allaient faire le dernier pas vers la découverte de toute la vérité. Le contremaître a trouvé quelque chose de crucial pendant la nuit. En fouillant dans les archives numériques, il a trouvé un scan d'un vieux rapport géologique datant des premières époques de l'exploitation minière, bien avant que l'équipement topographique moderne ne remodèle l'industrie. Le rapport décrit un canal profond connu uniquement par des récits oraux et des tests limités. Il avait été considéré comme non viable à l'époque en raison du manque d'accès et de technologie, mais sa trajectoire estimée chevauchait exactement la région où Tony avait commencé à creuser. Un filon oubliait une légende, enfouie un jackpot potentiel qui pourrait éclipser tout ce qui était actuellement exploité dans la vallée. Parker étudia le rapport, les lignes estompées et les mesures incertaines faisant allusion à ce que Tony avait dû réaliser lorsqu'il avait trouvé la carte d'origine. Cela expliquait tout. Pourquoi Tony avait fait travailler ses hommes dans l'obscurité? Pourquoi il avait gardé la tranchée comme une frontière? C'est pourquoi il avait détourné le canal au lieu de remplir de nouveaux documents. S'il pouvait récolter la poche discrètement avant que quelqu'un d'autre ne la détecte, elle deviendrait partie intégrante de sa revendication par simple élan et au bon moment. Un pari risqué, mais que Tony était manifestement prêt à prendre. Parker détache son regard du document. Il sent la vérité s'imposer à lui avec une grande clarté. Il ne s'agit plus seulement d'une question d'or. Il s'agissait de confiance de territoire et du code non écrit qui empêchait le monde minier du Yukon de sombrer dans la querelle et le chaos. Dès que Tony a franchi cette frontière même de quelques centimètres, il a enfreint ce code. Et maintenant, Parker devait décider jusqu'où il était prêt à aller pour empêcher la rupture de remodeler leur avenir. Il ordonna à l'équipe de préparer à nouveau l'équipement de test. Ils s'approcheraient directement de la tranchée non pas comme des intrus, mais comme des mineurs, inspectant la continuité géologique de leur propre terrain. La tempête avait laissé derrière elle une neige molle qui étouffait leurs mouvements lorsqu'ils traversaient la vallée. En milieu de matinée, ils atteignirent la crête, l'air vibrant d'une tension qu'aucun d'entre eux n'exprima à voix haute. La tranchée était partiellement recouverte de neige, ses bords tranchants, adoucis par la tempête de la nuit. Mais sous cette couverture se cachait la vérité que Parker était venu chercher. Le contremaître commence à tracer une nouvelle série de sites d'essai, tandis que Parker se rapproche de la borne. Alors qu'il s'agenouille pour étudier le sol, un grondement soudain retentit sur la pente. L'équipe se fige. Au loin, émergeant de la limite des arbres comme une ombre qui se solidifie un bulldozer, Beats avance en rampant. Derrière lui, un autre engin arrive, puis un autre. En moins d'une minute, un petit convoi se forme le long de la crête. Le message était sans équivoque, Tony avait été alerté. Le bulldozer s'arrêta, et pendant un long moment, la vallée resta suspendue dans une tension tranquille. Puis une porte claqua. Tony Beats sortit dans la neige, ses lourdes bottes s'enfonçant dans les congères, alors qu'il s'approchait à pas lents et délibéré. Son visage, habituellement animé d'une bravade ardente, était indéchiffrable. Les nuages d'orage ne s'étaient pas complètement dissipés, et le ciel gris l'encadrait avec une gravité presque théâtrale. Parker se leva rejoignant Tony à mi-chemin sur la pente. Aucun des deux hommes ne parla d'abord. La neige tombait entre eux en douce spirale, masquant le courant électrique sous-jacent dans l'air. Lorsque Tony rompit enfin le silence, sa voix était basse et son gravier rugueux. Il demanda ce que Parker pensait faire de ce côté de la vallée. Parker répondit calmement. Il expliqua l'amincissement de la couche de couverture, le gravier redirigeait les échantillons de test et les preuves d'interférence entre les frontières. Tony écouta sans l'interrompre, son expression ne se crispant qu'une fois lorsque Parker mentionna le vieux rapport géologique. Pendant un bref instant, quelque chose clignota dans les yeux de Tony. Pas de la culpabilité, pas de la panique. Quelque chose qui ressemblait au poids d'une vérité longtemps gardée au secret et qui glissait au grand jour. Parker lui demanda directement s'il avait eu connaissance du canal historique, s'il avait utilisé l'ancienne carte pour trouver une poche à cheval sur la frontière, s'il avait détourné la couche payante pour l'extraire discrètement. Pendant un long moment, Tony ne répondit pas. Il se contenta de fixer la tranchée comme si le sol lui-même pouvait parler pour lui. Lorsqu'il répondit enfin, sa réponse fut mesurée. Il a dit que la Terre révélait les choses en son temps et qu'un mineur agissait en fonction de ce qu'il trouvait ou perdait sa chance pour toujours. Il n'a pas nié la découverte ni la raison d'être de la tranchée. Il a seulement dit que ce genre d'occasion ne se présente qu'une fois dans une vie. L'équipe derrière Parker s'est mise à trembler. La signification était claire. Tony pense qu'il a agi par nécessité et non par méchanceté.
Mais pour Parker, qui a bâti son entreprise sur la transparence et des limites durement gagnées, l'explication semble creuse. Il rappelle à Tony que chaque mineur de la mine brise cette confiance et tout le système s'effondre dans des rivalités auxquelles personne ne survit. La mâchoire de Tony se serra, mais il ne discuta pas. Il dit simplement que le sol avait choisi son moment et qu'il avait choisi son chemin. Un silence s'installa sur la crête, lourd et froid. Finalement, Parker recula sa décision prise. Il dit à Tony qu'il déposerait une demande d'inspection formelle auprès du bureau des mines, non pas pour déclencher une guerre, mais pour s'assurer que le canal était correctement cartographié et que les limites étaient corrigées avant qu'une autre pelleteuse ne touche le sol. Tony le fixa pendant plusieurs longues secondes, le ciel gris orageux se reflétant dans ses yeux. Dans ce regard, il y avait un mélange de défi, de compréhension et quelque chose de plus profond que Parker ne pouvait pas situer immédiatement. Puis Tony se détourna et fit signe à son équipe de se retirer. Les machines commencèrent à se retirer, leurs moteurs grondant, alors qu'elles disparaissaient derrière les arbres. La vallée redevint silencieuse. Parker expira lentement, conscient que la prochaine étape ne se déroulerait pas à l'aide d'excavateurs ou de foreuses, mais par le biais de voies légales et d'un examen minutieux. La vérité avait été révélée. Le secret avait fait surface, et le Yukon, avec ses anciens canaux et ses histoires enfouies, leur avait une fois de plus rappelé qu'aucune découverte ne reste cachée éternellement. Parker regarda une dernière fois la tranchée, la neige tourbillonnant autour de lui. Quelle que soit la suite, il était prêt. La saison a changé, les enjeux ont évolué, et le sol sous leurs pieds porte une vérité qui va tout remodeler. Dans le Yukon, les secrets ne restent jamais enterrés très longtemps. Alors que Parker s'efforce d'exposer la vérité et que Tony se prépare aux retombées, une chose est sûre, le sol a parlé. Si vous voulez connaître le prochain chapitre de ce drame en cours, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester à l'écoute pour en savoir plus.